Merci beaucoup. Les questions viendront de la salle après, Dmitri, mais je vais passer la parole à Bruno. Je pense que dans cette mise en perspective, on sent bien quelle est la part de recherche eu égard à leurs intérêts de rétablissement, de puissance, de capacité de la Russie de changer de pied, d'être flexible. On le voit bien dans le jeu vis-à-vis de l'Ouest, puis ensuite vis-à-vis de la Chine, de l'Est. On sait que vis-à-vis des grands puissances que sont les États-Unis ou la Chine, forcément, la discussion stratégique, elle se situe aussi au regard des intérêts stratégiques clairs de ces pays, quels que soient ceux qui sont porteurs au pouvoir de cette stratégie. C'est vrai que pour nous, Européens, vous l'avez évoqué à la fin de votre conclusion, il reste une interrogation à se demander, au fond, étant donné les continuités sociétales, géographiques, la continuité de sécurité, pourquoi il n'y a pas davantage d'attention ou de précaution à la cause européenne? Et donc on est aussi intéressé par les évolutions de la politique russe à l'égard, quelquefois, qui font preuve de changement de pied, comme à l'égard de la Turquie ou de l'Iran. C'était juste une façon de lancer le débat et de passer la parole à Bruno Tertrais. Merci Louis. Je ne serai pas tant dans la contradiction vis-à-vis de ce que vient de dire Dimitri que dans l'approfondissement. Et il y a un certain nombre de questions que je souhaiterais lui poser. Je voudrais réagir sur quelques points en posant quatre grandes questions de la moins importante à la plus importante. La première, j'ai été intéressé de voir que Dimitri, vous mettiez en exergue la date de 2014 comme étant le grand tournant. D'autres analystes de la Russie parleraient de 2012 pour d'autres raisons et mettraient en exergue l'évolution presque constante depuis 1999 dans la consolidation et la centralisation du pouvoir ainsi que sa radicalisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc j'ai été intéressé de voir que la seule date que vous ayez mentionnée, c'était celle de 2014. Deuxième question plus importante, on va aller de la moins importante à la plus importante, en tout cas pour nous Européens, à mon sens. La Russie a-t-elle vraiment une grande stratégie ? Je fais partie des gens, dans mon milieu qui est celui de l'analyse politique, on parle beaucoup de grandes stratégies, notamment aux États-Unis. Je fais partie des gens qui ont un doute abyssal sur la pertinence même de cette notion en tant que construction politique opérationnelle. Je crois que la grande stratégie, c'est bien souvent ce que les analystes politiques reconstruisent a posteriori d'un ensemble de décisions politiques souvent disparates, pas toujours rationnelles, même parfois rarement rationnelles, et construisent quelque chose de cohérent alors que ça n'a pas forcément lieu d'être. En tout cas, je suis assez méfiant sur cette construction, pas spécifiquement vis-à-vis de la Russie, je m'empresse de le dire, mais vis-à-vis d'à peu près tous les grands acteurs. Poutine est-il d'ailleurs un stratège ? Vieille question, déjà vieille question. Je fais partie des gens qui estiment que si l'on prend trois échelons différents de la perspective politique, la vision, la stratégie et la tactique, il me semble avoir une vision. Il est certainement un très bon tacticien. Je ne suis pas sûr qu'il soit véritablement un stratège. Et la métaphore la plus usée vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine est sans doute celle des échecs. Je fais partie des gens, là encore, qui estiment que celle du poker est beaucoup plus appropriée en termes de capacité à improviser de manière souvent brillante, à réagir aux événements et à saisir les opportunités quand elles se présentent. L'autre critique, nombreux, à mon avis, dans cette salle la connaissent, vis-à-vis de la métaphore des échecs, c'est celle, bien sûr, de Garry Kasparov, qui disait il y a 3 ans « Arrêtez de dire que Poutine joue aux échecs, nous avons des règles ». Ça, c'était la deuxième question. La troisième question, alors si pas de grande stratégie, alors que veut la Russie de Poutine, puisque c'est bien la Russie de Poutine dont nous parlons. Comme tout système autoritaire, ne personnalisons pas trop, c'est un système, c'est un homme et un groupe
autour de lui également. Il cherche bien sûr tout d'abord, pardonnez-moi de cette évidence, à se maintenir au pouvoir, mais cela signifie aussi que beaucoup des instruments de politique intérieure ou extérieure sont subordonnés à ce but. La question, là, et puisque c'était le titre d'ailleurs de cette conférence, alors qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on va peut-être en reparler dans le débat, celle du, je cite, le face-à-face russo-américain. Y a-t-il encore un véritable face-à-face ? Ce face-à-face est-il structurant ? Et ce face-à-face n'est-il pas plutôt un objectif, justement, de la politique russe, celle de Poutine ? S'agit-il de redevenir l'égal des États-Unis, ou en tout cas d'être perçu comme l'égal des États-Unis, puisqu'en termes, effectivement, de puissance brute, économique et militaire, même si la Russie a beaucoup progressé en termes de puissance militaire, elle n'est évidemment pas aujourd'hui l'égal des États-Unis. Ça, je crois que c'est une question sur laquelle on va pouvoir revenir. Et bien sûr, je partage votre avis, personne, sauf quelques extrémistes, ne pense que le but du pouvoir russe aujourd'hui, c'est de subjuguer, pour employer le terme que vous avez utilisé, subjuguer au sens impérial strict du terme, les pays voisins. En revanche, ne peut-on pas dire que garantir que son influence dans les pays immédiatement voisins soit dominante, n'est-ce pas un objectif important de la puissance russe aujourd'hui ? Si cela est vrai, cela ne signifie-t-il pas qu'il en découle naturellement un Occident divisé et une Europe divisée ? Certainement, je ne vois pas l'intérêt pour la Russie de voir l'Union européenne exploser ou disparaître. En revanche, une Union européenne faible et divisée, c'est peut-être davantage un but de la Russie, un but tactique pour obtenir justement l'affaiblissement de l'influence de l'Union sur le voisinage immédiat de la Russie. Et là, on va retrouver, à mon avis, une interrogation centrale dans l'analyse de la Russie. La Russie considère-t-elle aujourd'hui les relations internationales comme un jeu à somme nulle ? Question simple, mais réponse peut-être pas si évidente lorsque l'on voit que d'autres acteurs, la Chine par exemple, à mon sens, ont une vision plus complexe, plus subtile que celle du simple jeu à somme nulle. Je soupçonne là qu'il y a une différence dans l'approche immédiate, spontanée des relations entre les grands acteurs, entre Moscou et Pékin. Autrement dit, si je poursuis mon raisonnement, il me semble que Moscou voit sa relation avec Washington en disant « ce qui est ta perte est mon gain et ce qui est ma perte est ton gain », alors que la Chine, dans son rapport aux États-Unis aujourd'hui, a une approche qui me semble plus subtile et en tout cas moins simpliste. Mais si c'est le cas, c'est un problème, car la géographie étant ce qu'elle est, si la Russie voit ses relations avec ses deux grands voisins, l'Europe et l'Occident, pour faire simple, et la Chine de l'autre, elle sera toujours dans l'ambiguïté, elle sera toujours d'un côté ou de l'autre, mais jamais véritablement entre les deux, ou en tout cas, elle est vouée pour un temps au moins, peut-être qu'un jour son économie sera diversifiée, peut-être qu'un jour ça sera de nouveau une très grande puissance économique, mais il me semble qu'avec ce raisonnement et avec sa faiblesse économique, elle est, pour ne rien dire des questions démographiques qui restent préoccupantes malgré certaines améliorations, elle sera toujours le junior partner de l'un ou de l'autre. Quatrième question, et la plus importante pour nous, Européens en tout cas, pour nous Français, pour nous Européens. Alors, on débattra sans fin, et ce débat aura lieu encore dans les dizaines d'années qui viennent, sur ce que vous avez appelé l'échec de l'intégration. Alors, première sous-question, y avait-il vraiment une volonté d'intégration dans un ensemble existant, ou s'agissait-il de construire quelque chose de nouveau ? Est-ce que ce que vous appelez le refus du leadership américain, est-ce que c'est vraiment au cœur du sujet ? Moi, il me semble que l'attitude de Moscou de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2010, c'était une volonté de cogestion avec l'Amérique qui impliquait un droit de regard sur les décisions que prenaient les alliés en Europe, notamment sur les affaires de l'OTAN. Là encore, d'une certaine manière, le jeu à somme nulle. Je
pense que la notion, ce mot très chargé qu'on a employé à l'envi et qu'on emploie encore en Russie et ailleurs, d'humiliation, n'est pas un mot qui peut caractériser de manière appropriée ce qui a été fait par les Européens et plus largement les Occidentaux du milieu des années 90 au milieu des années 2000. À mon sens, on ne discute pas les perceptions, et la perception d'humiliation peut exister. Mais lorsqu'on fait la liste des efforts, parfois couronnés de succès, parfois non, qui ont été menés par l'Europe et les États-Unis pour essayer d'intégrer, en tout cas d'arrimer la Russie à un ensemble plus vaste, du G8 au Conseil OTAN-Russie, de la Charte de Paris à l'Organisation mondiale du commerce, sans passer par les décisions dites de confiance qui ont été prises par l'OTAN, par exemple en 1997, sur l'absence de présence militaire significative à l'est du continent. Personnellement, je crois que la notion d'humiliation n'est pas pertinente. Et je me demande si vraiment on entend la même chose à Moscou et en Europe sur cette notion d'intégration. Venons-en, et j'en terminerai par là, à l'avenir et surtout à Donald. Donald Trump a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il nous fait voir finalement, Donald Trump, il nous fait voir Vladimir Poutine et d'autres dirigeants européens ou responsables politiques européens comme des gens tout à fait raisonnables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un tel exemple un exemple tellement inhabituel à la tête des États-Unis que c'est vrai que du coup quelqu'un comme Poutine s'en sort plutôt bien aujourd'hui. Alors Louis a mentionné dans son introduction une petite note que j'avais faite. Alors je vais être obligé d'en rappeler la date parce que je l'ai faite je l'ai fait le 9 novembre 2016 à 10h du matin, c'est-à-dire c'était un exercice amusant, essayer de deviner une demi-heure après l'annonce des résultats ce qu'allait être la politique de Trump. Et il y a un point sur lequel je ne pense pas m'être trompé, c'est que il m'a toujours semblé que la relation allait être difficile et que M. Trump allait être davantage dans le rapport de force que dans les embrassades. Et je crois que cette question du rapport de force est tout à fait centrale quand on s'interroge sur ce qui va se passer avec l'Amérique et ce qui pourrait se passer avec les Européens. Et là, je crois qu'il y a 4 scénarios problématiques à des degrés divers pour les Européens. Je les base sur la fameuse théorie des éléphants qui dit, vous savez, comme dit le proverbe, alors, un proverbe qui a plusieurs origines possibles. Il y a des origines africaines, asiatiques, je n'ai jamais su d'où venait ce fameux proverbe selon lequel quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui prend, et quand 2 éléphants font l'amour, c'est exactement la même chose. Alors, je ne vais pas développer les 2 scénarios, mais je pense qu'il y a 4 scénarios qui peuvent être problématiques pour les Européens. 4 scénarios des relations russo-américaines qui peuvent être problématiques pour les Européens. Le moins problématique, c'est le divorce des partenaires. Pourquoi ça serait problématique d'ailleurs ? Après tout, si l'Amérique se désintéressait de l'Europe, ça serait, on en parle beaucoup depuis quelques mois, une formidable occasion pour les Européens, enfin, de prendre une vraie autonomie stratégique. Parce que le problème, c'est que je crois que les Européens n'y sont pas prêts aujourd'hui. Donc s'il y a divorce, j'espère qu'il n'ira pas trop vite. Mais ça, c'est le moins problématique des 4. Le deuxième, c'est le condominium, le fameux condominium, qui est aussi, là on retrouve des problématiques à l'évidence avec lesquelles nous Français sommes très à l'aise, puisque nous les avons mises en avant dans les années 1960, et tout ça nous renvoie bien sûr à nos fondamentaux, les fondamentaux gaullistes de notre politique étrangère. Le condominium, c'est-à-dire la cogestion, ça c'est aussi un scénario problématique pour les Européens, en tout cas de mon point de vue de Français. Et puis il y a le troisième scénario qui est le marchandage. Le marchandage par-dessus nos têtes. C'est un scénario lié, bien sûr, à celui du condominium, mais peut-être moins ambitieux. Le marchandage qui ne tient pas compte de ce que nous estimons être nos intérêts propres européens. Et puis finalement, il y a bien sûr le quatrième, qui est celui de l'affrontement. Et je crois qu'on a encore ces 4 possibilités pour les relations russo-américaines. Mon intuition, c'est que dans tous les cas de figure, affrontement ou arrangement, Trump, dans ses instincts premiers, et on sait à quel point, malheureusement, ses instincts premiers comptent beaucoup, va davantage être dans le rapport de force que dans les embrassades. Je suis tenté d'employer pour illustrer certaines des métaphores fleuries qui étaient celles du candidat Trump, mais par décence, je vais m'abstenir de le faire. Vous pouvez
pouvez vous-même en retrouver quelques-unes. Au fond, je crois que, et j'en terminerai par là, je crois que le danger pour la France serait, dans les mois et les années qui viennent, d'estimer que c'est d'abord seule qu'elle doit jouer face à la Russie. Nous avons cette tentation qui peut exister, qui se veut gaulliste, à mon avis, et c'est une vision... toujours facile de faire parler le général de Gaulle aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de ce que ferait le général de Gaulle aujourd'hui. Mais en tout cas, peut exister aujourd'hui en France cette tentation de dire nous allons retrouver nos instincts de puissance qui se met au même niveau, au même rang ou entre les deux, et c'est nous qui allons faire les intermédiaires ou c'est nous qui allons nous balancer de l'un à l'autre, alors que justement, s'il y a bien une chose qui a changé parmi les nombreuses choses qui ont changé au regard du contexte de la fin des années 1960, c'est bien l'Union européenne qui certes est mal en point, mais en tout cas a une existence économique et un tissu de solidarité économique et politique qui n'a rien à voir avec ce qui était le cas dans les années 1960. Donc ce que j'espère, c'est que face à ces 4 scénarios possibles de la relation russo-américaine, nous Français nous souviendrons que nous ne pouvons pas simplement reprendre ce que nous sommes tentés de croire sont les réflexes des années 1960 qui, à mon avis, ne sont que très partiellement d'actualité aujourd'hui. Merci Bruno. Alors Dimitri, je vais relancer le débat sur les